Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à tous les médecins et toutes les médecins. Cette présentation a été faite initialement dans le cadre de l'UDT 2024 à Tignes. Donc c'est pour ça qu'on voit cette superbe photo de groupe de l'ensemble des médecins qui étaient présents. Cette présentation sous forme de webinar a pour vocation voilà, de pouvoir diffuser plus largement la conférence qui a été menée, en tout cas la première partie, dédiée à l'introduction à l'IA générative. Alors pour ça, je vais vraiment reprendre la même présentation. C'est filmé et on va faire ça en mode un petit peu interactif grâce à Paul qui travaille à la Super Agence. Paul, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Pas de problème. Alors moi du coup c'est Paul Mouliac. Je travaille avec la Superagence depuis quelques mois maintenant et je bosse on va dire dans la production de contenu à la Superagence, mais également dans le montage vidéo et enfin on va dire dans la communication digitale. Merci Paul, donc expert vidéo, qui nous aurait été bien utile lors de la conférence à Tignes. Voilà, donc on va commencer dès maintenant avec une première question que j'ai posée donc à l'ensemble des personnes qui étaient présentes, qui était comment vous vous situez sur une échelle allant de c'est pas si important l'IA générative, c'est quelque chose qui va vite faire pchit, comme on dirait, à au contraire quelque chose qui est très effrayant, on va tous mourir. Je vais te poser la question, Paul, d'ailleurs. Comment tu te situes, toi, par rapport à ces deux extrêmes? Alors on va dire moi je me situe on va dire un peu dans l'entre-deux parce que voilà forcément je travaille avec la Superagence donc nous on utilise énormément l'intelligence artificielle donc c'est compliqué de se situer, mais voilà, je pense que j'ai un œil assez critique pour dire que voilà, avec la puissance de l'IA, on sait qu'elle est très importante dans les entreprises. Donc moi, on va dire que je suis dans l'entre-deux. Mais toi, du coup, Guillaume, comment te sens-tu du coup? Moi, je me sens évidemment aussi un peu entre les deux. Il n'y a pas de réponse, à mon avis, qui soit extrême, qui soit juste. C'est pas si important. On peut pas dire ça. On a vu des tas de technologies, d'évolutions récentes. Aucune n'a, selon moi, est arrivée à la cheville de ce que propose l'IA générative. Quant au scénario un peu catastrophiste, on va tous mourir. Là, l'idée, c'est un peu de rejoindre la science-fiction. Le pire n'est jamais certain, donc voilà, je ne peux pas non plus tomber dans cet extrême-là. On va donc être plutôt dans un entre-deux au cours de cette présentation. Euh, Juste pour information, on a réalisé ces visuels avec un outil qui s'appelle Idéogramme. Alors, je ne vais pas forcément présenter beaucoup d'outils dans cette partie qui est vraiment liée à l'introduction à l'IA générative, mais voilà, on peut voir un petit peu des exemples de réalisation avec cet outil qui est vraiment très très sympa, très facile d'accès. Je crois que Paul, tu l'as déjà utilisé aussi. Ouais, Avec... bah moi je l'ai beaucoup utilisé, même pour la création de logos, pour le coup. Donc c'est vraiment une Ouais, très bonne intelligence artificielle pour faire des images. Je pense qu'il n'y a pas mieux sur le marché, en tout cas en gratuit. C'est ouais. c'est vraiment top concrètement. Exactement, même en version gratuite, c'est vraiment intéressant. Et surtout, ça permet d'insérer, comme on le voit ici, hein, du texte à l'intérieur des images, vous voyez, de façon vraiment très très propre. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire, qui est très utile. Surtout, voilà, si vous avez des petites créations graphiques à réaliser, que ce soit à titre personnel pour vos enfants, dans le cadre de l'entreprise, vous savez que vous avez accès à ça. Alors, je vais me présenter très rapidement. C'est pas forcément le but cette conférence, ce faux webinar entre guillemets, ou webinar enregistré, parce que c'est compliqué de le faire en temps réel. Là, donc moi j'ai fondé la Super Agence en 2015, donc il y a quasiment 10 ans. On travaille essentiellement sur le marketing digital appliqué au recrutement. Je vais montrer une petite vidéo. Du recrutement et des RH. L'IA générative représente. Allez, je vais partir depuis le début. Hop. Bonjour, je suis Guillaume Vigneron, fondateur de la Super Agence et créateur de Superia, solution d'intelligence artificielle générative au service du recrutement et des RH. Je vais arrêter là juste. Alors, Paul, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ce type de vidéo qui, oui, évidemment, hein, est généré avec IA. Je pense qu'on s'en rend compte parce que la voix est un petit peu saccadée, mais tu peux nous dire en deux, trois mots un peu comment ça a fonctionné, ce genre de création?
Alors, donc, cette création, donc, c'est forcément là, on l'a faite avec Guillaume, donc avec un outil qui s'appelle Agen, donc, qui est, voilà, qui se retrouve, on va dire, c'est un site qui est aussi disponible assez facilement, donc, pour une version payante, malheureusement. Et donc, en fait, l'objectif, c'est forcément de créer un avatar, donc, avec n'importe quelle personne. Donc, là, on a fait, par exemple, Guillaume, pour le coup. Et donc on a créé son avatar. Ensuite, on a essayé de donner, on va dire, un prompt à cet avatar. Et derrière, c'est lui qui a, on va dire, composé cette vidéo. Voilà, donc pour forcément créer l'avatar, fallait que Guillaume parle pendant 2 minutes 30, on va dire, pour qu'il montre, on va dire, les expressions faciales, pour que l'IA, enfin, que l'intelligence artificielle reconnaisse, on va dire, les gimmicks faciales, on va dire, de Guillaume pour faire cet avatar. Et donc, on a fait ça, on va dire, la création elle était assez rapide. En 15-20 minutes, qu'on a créé l'avatar. Et après, la vidéo, elle s'est faite aussi très rapidement. Et donc, ça, c'est une vidéo qu'on a également postée sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Ouais, exactement. Donc ça a été fait vraiment, donc ça a composé composition d'avatar vidéo et avatar vocal hein, aussi, avec Eleven Labs. Donc là j'ai présenté rapidement Agen qui permet de faire cette captation d'avatar. Très utile, hein, comme Paul l'a indiqué, pour faire de la publication sur les réseaux sociaux. Voilà, on passe sur la partie outils qui sera l'objet d'une autre présentation, qui est en tout cas la partie 2 de la présentation que j'ai fait à Tignes. On va arriver directement sur l'origine de cette fameuse IA générative. Il faut bien comprendre que c'est vraiment pas une idée nouvelle. L'IA générative, ou en tout cas la capacité de pouvoir reproduire des comportements humains, humanoïdes, si je puis dire, c'est le rêve de l'humanité depuis très très longtemps, depuis l'Antiquité. On arrivait dans la Grèce antique d'avoir des êtres artificiels, hein, on se souvient du mythe de Pygmalion hein, qui insuffle la vie à Galatée parce qu'il tombe éperdument amoureux d'elle. Il y a des humains qui sont en train de tomber amoureux éperdument d'IA, donc je pense que le parallèle est assez vite fait. C'est pas d'ailleurs un mythe qui est exclusivement occidental, on le retrouve également en Chine, en Égypte. Il y a eu pas mal choses qui ont été faites sur la découverte de dispositifs automatisés, hein, des petits robots, des petits automatismes. Bon, en Chine, ça marchait beaucoup. Alors, on va faire un petit peu une avance rapide, hein. Le but, c'est pas de faire une monographie historique, mais vraiment d'expliquer que ça rejoint un petit peu le champ cognitif philosophique, un peu avec Leibniz, qui à l'époque c'était des polymathes, donc ils étaient à la fois philosophes et scientifiques, hein, c'est le cas aussi de Descartes, de Pascal, qui avait créé une calculette. C'était l'époque vraiment où on pouvait réduire en fait la raison humaine à des calculs mathématiques, hein. C'est vraiment une des origines, on va dire, les plus récentes et les plus abouties de l'automatisation des processus humains, hein, enfin qui reproduisent les processus humains. Ah, ça, c'est un outil qui s'appelle le Calculus Ratiocinator, inventé par Leibniz, hein, qui permettait de coupler la langue formalisée et une forme d'algorithmie. Donc, c'est en quelque sorte l'ancêtre de ChatGPT. Voilà, je trouve il a pas mal d'allure, hein, cet outil. On va faire une avance rapide, hein, évidemment. On va arriver au XXe siècle. C'est vraiment le siècle de l'explosion vraiment de ce qu'on appelle maintenant l'IA, donc l'intelligence artificielle, même si d'ailleurs le terme est un petit peu impropre, hein, on pourra peut-être y revenir un peu plus tard. C'est le terme qu'on a utilisé vraiment à l'origine, mais qui n'est pas vraiment adapté si on considère vraiment ce qui est capable de faire ce qu'on appelle l'IA à l'heure actuelle. Bref, je vais fermer la parenthèse. Il y a deux papas, enfin il y en a probablement beaucoup plus que ça, il y a aussi des mamans d'ailleurs, mais ceux généralement qu'on repère, qu'on identifie, c'est Alan Turing évidemment, le célèbre Alan Turing hein, qui avait percé les mystères d'Enigma, qui a permis de vaincre en partie la machine de guerre nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, et Geoffrey Hinton qui est un Canadien, un Britannique canadien. Enfin, il est d'origine britannique, mais il s'est installé au Canada et qui est vraiment un des fondateurs de ce qu'on appelle le deep learning. Alors, on va voir un petit peu en détail ce que sont ces éléments. On voit d'ailleurs dans une coupure de fraise que même lui, hein, qui est vraiment un des gros penseurs théoriques, hein, mathématiciens de cette artificialisation des processus cognitifs, il est assez effrayé par ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, pour que ce soit plus concret pour vous,
il y a une chose qui était vraiment intéressante dans les années 90, à la fin des années 90, 97, la célèbre défaite de Kasparov. Hein. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu en direct, moi c'était mon cas, j'avais une vingtaine d'années, et, euh, et ça permettait de prendre la mesure d'une capacité de la machine à dépasser l'intelligence de Garry Kasparov, le grand maître mondial des échecs à l'heure actuelle. Alors on pensait que aucun ordinateur pouvait faire ça, et ça a marqué un grand pas, mais ça n'a pas été en fait le bouleversement de l'IA. Parce que ce qui a été utilisé par Deep Blue à l'époque, hein, cette machine, alors c'est pas ça, c'est juste un terminal, mais derrière il y avait une grosse machine qui avait enregistré des tas et des tas et des tas de machines existantes. Et à force, à chaque coup de Kasparov, il pouvait dire: Ah, dans ma base de données, j'ai la partie numéro 9 456 242 où je vais faire ce coup-là. Voilà, c'était un petit peu très résumé le fonctionnement. Le vrai changement, ça a été en 2016, avec la défaite d'un maître de Go par un logiciel qui s'appelle AlphaGo. Tu t'en souviens, Paul, de cet événement 2016? Euh, Honnêtement, j'ai pas trop de souvenirs en 2016, tu peux me rappeler un peu concrètement, mais ça me dit pas grand-chose, hein. Ouais, c'était vrai, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était il y a 8 ans. Ouais, ouais, Et pourtant, en fait, moi je me souviens très bien parce que ce qui avait marqué, c'était que les Chinois disaient que c'était impossible de les battre en Go parce que il n'y a pas en fait toutes les parties de Go ne peuvent pas être répertoriées comme en échec. Il y a trop de possibilités pour ceux qui savent jouer au Go. Il y a un terrain, vraiment un plateau de jeu de Go, c'est des millions et des millions de possibilités, donc c'est impossible qu'on puisse mettre tout ça dans une machine, même une grosse machine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, à ton avis? bah, j'imagine que l'IA a gagné du coup, mais c'est fou quand Ah, même, l'IA a je gagné. pense. Mais alors, comment elle a fait? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Elle n'a pas ingurgité toutes les parties de Go, j'ai dit que c'était impossible. Enfin, en tout cas, ça demandait une telle puissance de calcul que c'était même en 2016, c'était pas possible d'y arriver. Elle a appris à jouer au jeu de Go. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une machine qu'on avait entraînée, hein, c'est un modèle DeepMind, hein, donc de deep learning on a vu avant, donc un modèle qui apprend. On lui a donné les règles du Go, et à partir de ça, on lui a fait jouer des centaines de millions, des milliards de parties contre elle-même. Elle a joué en fait, elle a fait des parties et elle pouvait voir par rapport aux techniques qu'elle employait quel type d'approche la faisait gagner, quel type d'approche la faisait perdre. Tu vois, donc ça c'est vraiment faut bien comprendre la révolution que c'est, hein. C'est que là on est vraiment sur des machines qui apprennent d'elles-mêmes les règles. Et AlphaZero a fait le même aux échecs, et maintenant, aux échecs, c'est impossible de battre une machine. De battre Magnus Larsen, hein, sur l'ensemble des parties. Maintenant, je crois que le score Elo des grands maîtres, ils sont aux alentours de 4000, et les scores Elo des échecs sont au-delà de 4000, de 5000, 6000, je crois. Donc c'est impossible de battre une machine aux échecs à l'heure actuelle. Vrai, littéralement impossible, hein. On peut pas rivaliser avec les modèles du type AlphaZero. Voilà, donc ça c'est vraiment comme une façon de bien comprendre comment fonctionne l'entraînement d'une machine. C'est un apprentissage par renforcement. À chaque fois, il se renforce. À chaque fois qu'il perd, en fait, il apprend une façon de ne plus perdre, hein. C'est un peu la maxime de Thomas Edison quand il créait sa lampe à incandescence. À chaque fois que son équipe échouait, il disait: Nous avons trouvé une nouvelle manière de ne pas faire la lampe à incandescence. Et là, c'est pareil, en fait, il arrive à faire ça. Et il arrive à le faire avec tous les jeux, avec tous les systèmes, en fait, avec des règles fermées. Donc, par exemple, quand il y a des règles précises, il a appris à jouer à Mario. Waouh, à ce moment-là. Oui, c'est assez dingue, hein. Ouais, Pour le tout coup, seul à jouer à Mario et à devenir enfin, plus fort que les plus forts des joueurs sur Mario. Ah, donc là, je sais pas, il y a un petit schéma, je sais pas si tu arrives à comprendre, c'est assez simple en fait. Au début, il ne sait pas en fait à quoi correspondent les différentes touches A, B, X, Y, etc. Up, down, left, right. Donc il ouais, teste je tout, vois un très peu comme bien. un gamin.
Tu comprends? Un peu comme un gamin en fait qui essaierait tout le Ouais, temps toutes les possibilités. Sauf que lui, à chaque fois qu'il se plante et à chaque fois que le Mario il tombe sur un petit monstre là, ou chaque fois qu'il récupère un champignon ou qu'il grossit, il comprend, ah là j'ai accumulé un bénéfice, là attention je meurs, etc. Et quand tu fais ça des centaines de millions et des milliards de fois, je pense que c'est ça qu'on n'arrive pas forcément nous en tant qu'humains à apercevoir, c'est que à la fin tu te plantes plus. Quand tu as eu quasiment l'infinité des possibilités devant toi, bah, au bout d'un moment, tu arrives à être quasiment un joueur parfait. Donc même pour Mario, toi, et ils ça ont c'est bien réussi. 2016-2017 aussi. C'est un peu plus tard, je crois. Ils l'ont fait avec quasiment tous les jeux d'arcade. Pour ceux qui aiment bien un Ok. petit peu les jeux vidéo, je crois que tous les jeux d'arcade et tous les jeux d'arcade, mais juste en disant voici le jeu, voici l'accès au bouton de la console, hein, quand c'est une console type Xbox, etc. PlayStation, et débrouille-toi et reviens nous voir quand tu sauras jouer. Et ça, c'est évidemment les puristes qui écoutent ça me diront non, mais c'est un peu simplifié parce qu'il y a du renforcement humain, parfois on le guide un petit peu, c'est pas complètement, mais bon, n'empêche que l'idée est quand même là et c'est quand même très impressionnant. Et voilà, ça permet de comprendre que dès qu'il y a des règles qui sont précises, l'IA est absolument épatante. Alors on parle d'IA, mais en fait l'IA, c'est, vous voyez, comme il y a expliqué sur ce schéma, c'est vraiment une galaxie, hein. Il y a énormément de choses qui concernent l'IA. Nous, notre sujet, c'est l'IA générative. Donc l'IA générative, c'est, on le voit ici, une petite partie qui concerne donc, ce que j'ai expliqué, le deep learning, la capacité d'apprentissage des machines. Alors, entre deep learning et machine learning, c'est pas forcément évident d'expliquer comme ça la différence. On va dire qu'à chaque fois, on est sur quelque chose de plus performant. Et puis s'il y a des personnes qui veulent éventuellement en commentaire expliquer vraiment en détail ce que c'est la différence, pour moi c'est vraiment une question de performance. On peut faire, donc là Paul, on retrouve hein, ce qu'on avait fait, ce qu'on fait aussi à Super Agence, donc de la génération de texte avec la générative, de la classification, de la traduction, de la recherche, de la synthèse, très utile. L'image génération, hein, ça on l'a vu avec Ideogram. Avec Dali, etc. Bon, on peut le faire. Video Generation, ça on l'a vu avec Agen tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a fait un peu les démonstrations introductives. Et puis on peut faire après beaucoup d'autres choses, notamment créer des agents, faire de l'automatisation, faire des assistants virtuels. Ça c'est vraiment l'utilisation la plus avancée, celle que nous on préconise en tout cas pour nos clients. Alors, si l'IA existe depuis si longtemps, là, on a fait quand même un aperçu, on a vu Deep Blue, on a vu 2016. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une hype aussi importante là récemment? Parce qu'on a découvert les Transformers. Tu connais les Transformers, Paul? Je connais, mais bon, je ne vais pas forcément bien expliquer, donc tu vas me réexpliquer tranquillement. Alors, si tu ne comprends pas les Transformers au sens des robots, évidemment, il ne s'agit pas des Transformers qui se Oui, oui, non, transforment en bien sûr. avion. Il s'agit de ceux-là, les Transformers. Alors, pour l'expliquer simplement, ce sont des architectures logiques hein, qui permettent d'avoir des meilleurs résultats entre un input et un output. Voilà. Dit très très simplement, c'est ça. Donc on est capable de mobiliser une attention sur la boucle de sortie du logiciel, hein, de l'IA, de l'ensemble des processus, qui améliore. Voilà, bon, je ne rentre pas dans le détail encore une fois, le but c'est pas d'être technique, mais c'est vraiment, ça a été la percée des Transformers. Concrètement, ça s'est passé en 2017, donc on est toujours hein, sur cette période 2016-2017 que j'expliquais être un peu une période charnière. Il y a 8 scientifiques de Google qui ont publié un article. Je ne sais pas si je t'en avais parlé, je crois, Paul, hein, de ce sujet. C'est vraiment, ça, c'est un petit peu comment dire, la Magna Carta ou une des choses les plus importantes, un des documents les plus importants, en fait, une pierre angulaire, voilà, une cornerstone en anglais, sur l'IA générative. Attention is all you need. Ça vient d'une chanson des Beatles qui s'appelle Love is all you need. Je ne sais pas si tu connais, Paul. Euh, Ok, ouais, ouais, ça me dit quelque chose. Vaguement. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est on voit sur la vidéo, ça a été créé par Google en fait. C'est des gens de Google, oui, il y a 1, 2, 3, 4, 5, et des gens un petit peu de l'Université de Toronto, mais principalement des gens de Google. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque,
Google travaillait sur pas mal de projets différents. Ils n'ont pas considéré que cette découverte des Transformers ait été une avancée suffisamment déterminante, ce qu'elle n'est pas d'ailleurs au passage, pour qu'elle ait une exploitation commerciale. Donc on pensait que ben, c'est bien beau de faire ça. Vous avez un système qui permet le renforcement de l'attention sur l'output, etc. Donc vous avez un meilleur résultat. Qu'est-ce qu'on va en faire concrètement? Ben, pas grand-chose. Donc ça n'a pas été, ça a été, donc c'est voilà, hein, j'ai mis un exemple de Wired dans lequel, dans les plus hauts échelons, on considérait que c'était pas utile. Alors évidemment, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il y a des gens que ça a beaucoup intéressé, notamment les fondateurs d'OpenAI, qui a été fondé d'ailleurs quelques années, une année ou 2 ans auparavant. Je crois que c'était en 2015. Il faudrait vérifier. Euh, ce qui a laissé le champ à la concurrence, notamment donc les fondateurs, c'est Sam Altman, Elon Musk. Il y a Sutskever et Greg Brockman. On a tendance, évidemment, tout le monde connaît Elon Musk, hein. Je pense que tu connais Elon Musk, Paul. Qu'est-ce qu'il a fait, Elon Musk? Je connais Elon Musk, Tu connais Elon Musk? Donc SpaceX, Tesla, forcément. Tesla, ouais, bien sûr. Ouais. PayPal. Mm. Exactement. Ouais. Sam Altman, qui est l'actuel PDG de l'entreprise, hein, de OpenAI, donc à l'origine de ChatGPT, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est vraiment, lui, c'est le cerveau, hein, d'OpenAI, qui est parti il y a très peu de temps pour des raisons de divergence éthique. Et la question de l'éthique, elle est omniprésente pour tout ce qui est l'IA générative. C'est d'ailleurs la partie 3 de la troisième conférence que j'avais fait à l'UDT sur le sujet. Vraiment, on est là entre Sam Altman et Elon Musk. D'ailleurs, il est parti pour des raisons éthiques, enfin des raisons en tout cas de différence de vue, différence de perception sur ce qu'était l'IA générative. Et Sam Altman est perçu comme étant un petit peu le commercial, celui qui est prêt en fait à vraiment rentrer dans la démarche commerciale produit de l'IA générative. L'IA est d'origine russe, donc il sait très bien ce que c'est le contrôle par la technologie. Et à ce titre-là, il a plutôt une approche qui est prudente. Voilà, et ça donne lieu à plusieurs typologies comme ça d'outils. Il a lancé d'ailleurs son propre outil récemment, on va voir ce que ça va donner. Alors le grand moment de l'IA générative, ça a été le 30 novembre 2022. Est-ce que tu t'en souviens, Paul, du 30 novembre 2022? Que faisais-tu ce jour-là? Alors, je sais pas ce que je faisais, j'étais probablement à l'école, mais c'est vrai que je pense que c'est là où a été créé, du coup, Probablement à l'école. enfin, ouais, Ah, où a Sweet été Child of release, on va dire, Summer. pour tout le monde, Tu ChatGPT, as hein. oublié ce fameux 30 novembre 2022. Non, c'était le moment où en fait il y a eu la sortie officielle, enfin je crois que c'est la sortie officielle, hein, en tout cas, de la version Oui, 3.5. bah, pour tout le monde, ouais, de ChatGPT, ouais. Voilà, le, de, voilà, de ChatGPT 3.5. Oui, c'est marqué ici. Exactement. Un petit peu avant d'ailleurs, il y a eu en avril, il y a eu le lancement de DALI 2, qui est là. Donc DALI, hein, c'est le LLM, en tout cas l'IA génératif qui permet de créer des images, qui n'est pas forcément la plus performante, même encore maintenant. Il y a débat sur le sujet. En tout cas, 3.5 GPT, ça c'est pour la version chat. Donc c'est vraiment pour être capable de discuter avec la machine et avoir des résultats qui soient comparables à ce qu'on pourrait attendre d'un être humain, par exemple. Alors on note que le T de ChatGPT, ça signifie transformer, hein. C'est Generative Pre-trained Transformer GPT. Donc on retrouve bien la technologie transformer dans le nom même du GPT. C'est pour ça que c'est pas un nom forcément hyper facile à retenir. Alors on va rentrer vraiment dans le détail de ce que c'est l'IA générative. Donc on a fait un petit peu la perspective historique. C'est globalement un très très gros ordinateur. Évidemment, c'est pas un ordinateur, hein, c'est un ensemble, c'est un ensemble de serveurs d'ailleurs, qui sont des ordinateurs un peu spéciaux, qui ont des puissances de calcul démentielles. On peut le dire, on n'a jamais eu d'ordinateur, à part peut-être les supercalculateurs qui avaient autant de puissance de calcul, et qu'on a nourri avec énormément, beaucoup de data. Cette data, elle provient, c'est Internet en fait, c'est quasiment, si on pourrait résumer ça, on a donné à manger à Internet plus beaucoup d'autres corpus à un ordinateur, et on dit maintenant intègre ça de manière
à en faire quelque chose d'exploitable par la suite. Quand on te posera des questions, tu devrais être capable de pouvoir nous la sortir en langage naturel. Donc ça, c'est grâce à des mathématiques, grâce à un long processus d'entraînement, d'ailleurs d'entraînement humain, hein, on l'oublie souvent, mais à l'origine, pour créer ces IA, on a utilisé beaucoup de personnes humaines pour vérifier les résultats, notamment au Kenya, hein, des gens qui étaient largement sous-payés. Bon, on a l'habitude de ce genre d'exploitation humaine pour la réalisation de machines performantes. Je m'arrête là pour cette petite aparté sociale. Non, mais c'est vrai, Paul, il faut savoir, hein, c'est que derrière, à chaque fois qu'il y a un entraînement, alors maintenant, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais à l'origine, c'est un peu pareil aussi pour les vérifications, les modérations, etc. C'est des gens qui sont payés au lance-pierre aux Philippines. Voilà, faut savoir qu'il y a derrière, il y a une face sombre sociale à l'IA générative. Mais c'est pas le sujet du jour. On a étudié le monstre vraiment, on l'entraîne à prédire, à faire de la prédiction. Un petit peu, tu vois, Paul, quand tu remplis avec ton téléphone, quand tu remplis un message, parfois tu as un mot qui apparaît qui dit par exemple rendez-vous ce, et puis après, lui, il t'indique ce soir directement, comme ça t'as plus qu'à appuyer sans avoir à. Tu vois un peu ce que c'est comme méthode? Et ben ça c'est de l'IA hein, déjà, donc ça existe dans nos vies depuis assez longtemps. Donc voilà. Ouais, dans les téléphones, même dans les Netflix, on sait ce que tu as consommé, on sait ça depuis très longtemps, hein. Netflix, on sait ce que tu as regardé comme série, et bah tiens, on va t'indiquer ça. Donc tout le monde comprend un peu ce que c'est. C'est ce côté vraiment prédictif. Mais voilà, c'était pas forcément facile. Si par exemple, je te demande le chat mange là, qu'est-ce que tu vas sortir? Je vais te répondre la souris, forcément, ouais, mais La souris, forcément, voilà. Parce que voilà, c'est quelque part, c'est là où on a réussi à imiter un petit peu le comportement humain. Parce que nous-mêmes, on est un peu fait comme ça. On prédit aussi les mots qu'on utilise sont parfois simplement des suites logiques. Donc le chat mange la souris. Et donc ça, on a été capable, grâce à l'IA générative, d'entraîner les ordinateurs à pouvoir compléter une phrase sans autres éléments, on va dire, sans autre algorithme. Donc c'est possible, et surtout, au-delà du fait que c'est possible, encore une fois, je répète, l'IA générative n'est pas une percée technologique au sens strict du terme. Il y a d'autres choses, il y a des jalons qui sont vraiment technologiquement bien plus importants. Là, la vraie percée de cette innovation, c'est elle a été rendue accessible au plus grand nombre grâce à la sortie de 3.5 et surtout sur la capacité à discuter en langage naturel. Hein, tu le vois, Paul, quand on fait des échanges sur ChatGPT ou sur d'autres LLM, on n'a plus besoin de coder comme avant. On peut discuter directement en langage naturel avec des mots, des sujets, verbes, compléments. Et on peut le faire d'ailleurs, on peut le faire à l'écrit, on peut le faire aussi à l'oral. Hein, tu as déjà vu en fait quand je parlais directement dans mon smartphone pour pouvoir passer des commandes à l'IA. Donc ça abolit énormément de difficultés. Donc c'est vraiment une révolution d'usage, selon moi. Vraiment, ça change vraiment la capacité à accéder en fait à la puissance de la machine. Ça, c'est vraiment le gros changement. Mais pour faire quoi? Si on fait un accès facilité à la machine, on a accès à ça s'appelle la génération multimodale. Est-ce que tu sais ce que c'est la génération multimodale, Paul? Je suis pas sûr d'avoir déjà employé ce terme avec toi. euh, on va dire on va dire que c'est la gestion. J'ai pas forcément compris ce terme, mais on va dire que c'est la possibilité de transformer du texte à une image, à du une musique, à une vidéo, par exemple. Enfin, moi, c'est comme ça que je le Exactement, ouais. comprends, mais Oui, c'est ça, hein. C'est vrai que il y a souvent des termes qui sont un peu compliqués comme ça, quand génération multimodale, mais en fait derrière ça veut dire bah, on peut donner à manger pas mal de formats différents. Quand on parle de format, c'est du texte évidemment, tu l'as dit, de l'image, de l'audio, et même de la vidéo, et puis en sortir un autre format. Donc par exemple dire je veux une image de chat qui mange une souris, comme on a vu tout à l'heure, et ça passe par la machine, il comprend et il sort une image d'un chat qui mange une souris. Ou à l'inverse, on lui montre une image d'un chat qui mange une souris et on lui dit qu'est-ce que c'est. Et ça peut être intéressant pour la reconnaissance, ça s'appelle la computer vision. Et il nous dit, bah là, vous m'avez donné une image d'un chat qui mangeait une souris. Voilà. Donc ça, alors, ces cas-là sont pas très impressionnants, mais quand on va sur la vidéo, par exemple, comme on le voit avec des outils actuels, on peut générer avec un simple prompt
une séquence vidéo. Donc on dit j'aimerais voir un ptérodactyle rose prendre une piscine dans un volcan rempli de marshmallows. Je sais pas. T'as une autre idée, voilà. Euh, on peut lui demander ce genre de choses. Ouais, ouais, non, je sais. Pourtant, j'ai rien pris avant de faire le webinaire, hein, mais c'est mon imagination naturelle, et c'est le fait d'avoir des enfants aussi, je pense. Alors, voilà, on est sur vraiment la génération multimodale, la capacité à créer énormément de choses, et surtout dans ces trois domaines texte, image et audio, sachant que texte, image et audio ensemble, c'est ce qui permet de faire de la vidéo. La vidéo, en fait, c'est que du texte. Enfin, d'ailleurs, c'est du texte souvent parlé. Il n'y a pas forcément du texte d'ailleurs. C'est des images, c'est 24 images par seconde, je crois, avec de l'audio. Donc c'est pour ça que la vidéo, en fait, ça paraît être un truc assez bluffant. On a vu des résultats quand même assez incroyables ensemble, mais c'est surtout parce que c'est la résultante de ces trois composantes-là. Donc c'est un incroyable boost pour la créativité humaine. On peut faire vraiment des choses complètement dingues, voilà, qui ont une espèce de fusée sans queue ni tête. Ça c'est réalisé aussi avec idéogramme. Alors, la question maintenant, on sait d'où ça vient, on sait plus ou moins ce que ça peut faire. Alors comment on fait? Par où commencer? Comment on dialogue avec une machine? À ton avis, Paul, par quel biais on dialogue avec, comment on utilise en fait une technique pour dialoguer avec une machine de type LLM? Bah, forcément, il y a le vocabulaire qui s'appelle le prompt. Donc, on va prompter avec la machine pour que derrière, elle nous sort. Enfin, on va instruire, on va dire, on va donner des instructions à la machine pour que derrière, elle nous donne, on va dire, ce qu'on a envie de trouver finalement avec l'IA. Exactement, c'est ça, c'est le prompting. Donc tu utilises, évidemment, c'est le terme qu'on utilise quand on est dans le métier, si j'ose dire. On peut appeler ça aussi une invite. Une invite, c'est un terme qui est utilisé en français pour dire, ou une problématique. Moi, j'aime bien dire, plutôt que de dire un prompt, on dit, bah, c'est un problème, c'est quoi ton problème? Et puis déjà, à partir de là, c'est une manière aussi un petit peu de considérer la manière d'écrire, en tout cas de s'adresser à l'IA. Voilà, donc le prompting. On va aborder ce sujet de façon méthodique, voir un petit peu comment produire un prompt. Ça, je sais qu'on l'a déjà vu ensemble, Paul, donc on va passer en revue un petit peu les grandes étapes de cette constitution en fait de l'invite du texte qu'on envoie en injection au LLM, donc au Large Language Model, pour être capable d'avoir un résultat qui soit satisfaisant. En fait, si vous partez avec une requête très très floue, eh ben, vous aurez une réponse très très floue. On verra ça un peu plus tard dans le garbage in, garbage out. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un prompt? Tout d'abord, lui attribuer un rôle. Hein, je t'en parlais tout à l'heure, Paul, quand on préparait un GPT Ouais. pour un client. Le plus important, c'est qu'en fait, l'idée, c'est que la base de connaissances, par exemple, d'un GPT 4o, c'est de l'ordre de 160 milliards de paramètres. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose en tant que tel, mais ça veut dire qu'il a vraiment en fait la capacité de traiter à la fois de la mécanique quantique, une recette de cuisine et les secrets du 4-3-3 dans une équipe de foot, par exemple. Donc, si tu veux, les questions qu'on lui pose, si c'est brut de décoffrage, en fait, il va pas savoir exactement sur quel pied lancer. Quand on lui dit directement, là, tu te mets dans la position, je veux que tu sois un spécialiste, voilà, spécialiste du foot pour faire une formation. Je sais que tu aimes ça, donc une formation qui permettent de contrer une équipe réputée défensive, etc. Comment faire. Et là, il peut te dire, ok, donc tu as un coach, tu as un entraîneur de foot, et il va rentrer dans son mode entraîneur de foot et il va essayer de pas trop en sortir, ce qui permettra d'avoir des réponses beaucoup plus précises, plutôt que de partir en fait en sucette dans ces milliards et des milliards de paramètres. Ensuite, il faut lui indiquer une tâche. Qu'est-ce qu'on lui demande précisément? Une fois qu'on sait très bien, on va dire, circonscrire ses capacités à, on va dire, 5% ou 10% de l'ensemble ses super pouvoirs, on va dire, qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Et ça demande d'être très précis également. On va voir en quoi ça consiste. Ensuite, il faut lui demander un contexte. C'est important de lui expliquer
dans quel cadre on lui demande une réponse. Tout à l'heure, je disais par exemple le chat mange la souris, mais j'avais fait des tests quand je disais dans la maison, dans notre appartement, le chat mange là, et il répondait la pâtée. Parce qu'en fait, il comprend que dans un contexte d'appartement, bah, c'est plus rare d'avoir des souris, en fait, simplement. Il y a plus de chances qu'il mange une pâtée, et donc Mais c'est pas bête, hein, on comprend bien, même pour nous, c'est pareil. La réponse va être toujours dépendre d'un contexte. Donc lui, il a aussi besoin d'un contexte. C'est en ça où c'est assez humain, d'ailleurs, c'est assez perturbant, parce qu'on se rend compte que mieux on sait faire du prompt, et mieux parfois on sait même faire des questions propres à d'autres humains. Puis enfin, on a un format. Donc on a vu dans la génération multimodale, on peut sortir du texte, on peut sortir de l'image, on peut sortir de la vidéo, on peut sortir du son. Donc c'est important de préciser quel format on a. C'est peut-être aussi un format au niveau, je veux que tu me le sortes en PDF. Je veux que tu me le sortes en PowerPoint, je veux que tu me le sortes en XLS, en CSV, c'est par exemple de la donnée. Donc tout ça, voilà, pour moi, c'est ce qui constitue, encore une fois, là, c'est vraiment du ressenti perso. Il y a peut-être d'autres manières de faire du prompt. J'ai essayé de faire un truc assez simple. Un rôle, une tâche, un contexte, un format. Qu'est-ce qu'on rajoute de temps en temps également? Alors, une tonalité, ça peut être important quand on fait du texte, de bien voir quel ton on veut lui donner. Est-ce que c'est plutôt un ton formel, informel, humoristique? Euh, on peut même d'ailleurs comment dire, reproduire un ton, en tout cas un style existant, Paul. Je t'avais montré comment faire ce truc Un ton, c'est-à-dire tu lui demandes un ton. Ah oui, oui, que un t'aies le style, choix, on un va dire. style, un style spécifique. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais, un style spécifique, ça veut dire que par exemple, on est capable de lui faire analyser des articles qui ont été produits par quelqu'un, ou même par moi, j'avais montré ça à Paul, des articles que j'avais réalisés, en disant analyse le style de Guillaume Vigneron. Et il a remarqué que il y avait des tournures de phrases, il y avait des façons de poser des questions, il y avait la façon de prendre des exemples spécifiques. Tout ça, il l'a analysé et il est capable de reproduire un ton et également un style. Et enfin, oui, tu sais ça très bien. Enfin, il y avait. C'est bien aussi de donner un exemple. Ça, je te l'ai pas forcément montré, Paul. C'est un point important. Dans les résultats attendus, c'est très bien de dire j'aimerais que tu me le sortes. Voici un exemple de réponse que j'attendrais de ta part. Ça l'aide vachement, ça l'aide vraiment à dire d'accord, en fait, ça va au-delà du format, hein. C'est vraiment si par exemple tu me demandes de faire une synthèse d'un document un petit peu long, tu lui dis voilà, j'aimerais qu'en sortie, tu me fasses de la présente un peu comme ça, avec des bullet points, avec des 1, 2, 3, 4 en dessous, etc. Et ça l'aide vraiment à être beaucoup plus sharp et beaucoup plus précis sur le type de réponse en sortie. Également des contraintes, c'est important de faire ça s'appelle du negative prompting, je crois, de la capacité à dire ce que tu ne veux pas en sortie. Par exemple, pour les homonymes, enfin, en tout cas, si jamais on se rend compte qu'il y a des choses qui reviennent souvent, mais qui t'intéressent pas, par exemple, on pose des questions, c'est un truc qu'on avait vu ensemble, Paul, sur des résultats sur la marque employeur, qui est notre métier. Il sortait toujours le fait de personnaliser, c'était quoi? Il personnaliser les parcours des candidats, etc. Il y avait Oui, voilà, un c'est truc ça. que moi je trouvais personnellement un petit peu difficile à comprendre. Enfin, je comprends si moi je comprends pas, a priori, c'est difficile de le mettre en œuvre. Donc c'est important de dire non, me sors pas ce genre de choses. Ça, je sais que tu vas aller dans telle direction. D'emblée, tu dis ne le sors pas. C'est important aussi quand on fait de l'image, quand on fait de la génération d'images, de dire ce qu'on ne veut pas voir apparaître comme étant des défauts inhérents au système de génération du LLM. Voilà, donc ça c'est vraiment important pour faire un requêtage et passer un petit peu de temps sur ce qu'on appelle le prompt engineering, l'ingénierie du prompt ou l'art de la requête, comme on appelle ça, comme on pourrait appeler ça en français. Alors, on a un petit exemple ici. Donc avec un rôle, tâche, objectif, hein. Tu es un expert en marketing de contenu. Donc j'ai pris un exemple qui est en rapport avec notre métier, Paul. Tu es un expert en marketing de contenu. Donc là, en fait,
tu le circonscris vraiment en disant ah d'accord, c'est bon, c'est ça ma tâche. On va pas a priori, on va pas me demander des choses qui concernent euh, l'étude des fonds marins, tu vois. Ce sera le marketing de contenu. Donc, je me mets en mode, ok, je vois très bien dans quelle direction je vais aller, SEO, infographie, système de gestion de contenu, CMS, etc. Tes clients sont tous dans ce secteur. Voilà, donc ça permet aussi encore une fois d'être beaucoup plus narrow, hein, d'être beaucoup plus précis dans ta requête. Dans le secteur, par exemple, bon, bah, pour nous, c'est le secteur de recrutement ou de la marque employeur. Présente 5 idées distinctes pour augmenter l'interaction. Tu vois, on dit 5, on lui indique la tâche à accomplir distincte. Donc, il faut vraiment on le force un petit peu dans la réalisation du prompting à avoir des réponses qui ne soient pas tous des variations d'une même idée. Le but est d'élaborer un plan de contenu qui génère plus de trafic web et renforce la fidélité des clients. Voilà, donc ça, on voit, il veut en venir. Chaque idée de contenu doit être claire et précise. Bon, ça c'est une contrainte qui n'est pas forcément hyper claire. Réponse sous forme d'un tableau, ça c'est intéressant. C'est pas assez utilisé si vous utilisez ChatGPT. On le verra dans la partie consacrée aux outils. Répondre sous forme d'un tableau, c'est extrêmement puissant, hein. Ça permet vraiment de bien structurer les idées. Une réponse qui est ultra longue et qui est générée à coup de bullet point, en veux-tu, en voilà, c'est pas du tout lisible pour un humain en fait, ou à moins de faire un long article. Le format, donc qu'est-ce qui est. Ah non, pardon, c'est le format qui est en orange ici. Voilà. Et là, la tonalité répond avec un ton adapté au marketing B2B. Voilà, c'est pas très précis, il aurait fallu plutôt dire un ton formel ou un ton informel. Petite remarque sur la langue. Ça, c'est un point important. Là où on a vu, hein, souvent j'emploie des terminologies anglaises, anglophones. C'est normal, hein, parce que déjà ça a été créé, bah, ChatGPT, OpenAI, on voit, c'est américain, donc il n'y a pas de secret par rapport à ça. Après, on va vraiment parler du corpus, la manière dont les LLM ont été entraînés, sur quelle base de connaissances, on va dire, textuelles, ils ont été entraînés. Et faut comprendre que bon, ils ont été entraînés forcément sur une base anglaise. Ceci dit, le fait d'avoir été entraîné sur d'autres bases, donc français, italien, espagnol, anglais, mandarin, tagalog, ce que vous voulez, ça lui permet en fait d'avoir des capacités en traduction qui sont incroyablement fortes. C'était pas forcément quelque chose qui était prévu, c'est un peu émergent. Mais si un jour, maintenant, c'est un petit tip, hein, si vous devez faire des traductions, faites-les avec ChatGPT, c'est vraiment impeccable. J'ai fait des tests avec des personnes qui étaient voilà, qui pratiquaient d'autres langues. Ça marche pas mal dans les deux sens, hein, même avec des langues assez rares. Voilà, c'est intéressant en tout cas de le savoir. Donc pour revenir à cette question de la langue, la base d'entraînement est essentiellement en anglais. On voit en fait je crois que c'était pour le premier modèle, j'ai pas les chiffres pour le modèle 4O, mais c'était principalement du Common Crawl, hein, donc en fait c'est du Google. Il a récupéré pour s'entraîner, on a pris toutes les recherches Google, donc le web, l'ensemble des pages indexées, et les archives du web. Les pages, même les pages qui n'existent plus, hop, on lui a donné à manger. Ça représente 60% 60% de ces données d'entraînement, et la moitié sont en anglais, déjà. La moitié, donc l'autre moitié, c'est toutes les autres langues. Après, il y a WebText 2 aussi, des forums, Reddit, etc. Donc, il s'est beaucoup alimenté sur des forums, ce qui n'est pas forcément hyper rassurant quand on sait ce qu'il y a dans les forums parfois. Et ça, c'est principalement aux 2 tiers, c'est en anglais. Books 1 et Books 2, ça, c'est des bases de données en fait qui sont des livres accessibles par Internet. Voilà, il y a des exemples. Je t'avais montré, Paul, pour accéder à des livres par Internet, comment on faisait Tu m'avais avec pas montré, je crois. la recherche Ah livre. si, Si ok, je oui, fais avec le type file, file. Oui, le type file voilà, PDF. filetap.pdf, voilà, File pour type, te ouais, montrer une petite exactement, ouais. astuce. Quand vous tapez sur une recherche avec marqué filetype.pdf et que vous tapez Exactement. livre, on va dire livre pour enfants, hop, et ça fait des sorties. Voilà, ça fait des sorties au format, ici on le voit au format PDF. Donc là, par exemple, l'institution Saint-Louis de Gonzague nous met à disposition un livre pour enfants. Si vous voulez avoir des PDF, bon là c'est plutôt en l'occurrence une liste de livres. Euh, mais il y a peut-être des 100 classiques et merveilles pour la jeunesse.
Ah, voilà, et vous avez comme ça accessible, et ça, ça fait partie donc du corpus Books 1, Books 2. Voilà. Donc il a pu accéder à ce livre-là qui est directement accessible, et donc tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça, très probablement, ça fait partie du corpus de ChatGPT. Intéressant, hein, la recherche par file type PDF. C'est très connu, hein, dans le monde digital. Je pense que beaucoup vont rigoler en voyant ça, mais ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, ça peut permettre d'avoir accès à des PDF assez intéressants. Parfois, il y a même des informations qui ne devraient pas forcément être indexées. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors, malgré tout ça, on s'aperçoit que parfois les résultats sont pas satisfaisants. On l'a souvent entendu. Moi j'ai essayé ChatGPT, j'ai posé une question et finalement c'était pas génial le résultat, je suis pas satisfait. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Qu'est-ce qu'on répond à ça, Paul? Est-ce qu'ils sont Qu'est-ce qu'il faut bêtes? répondre? Est-ce que Bah, les gens qui c'est. disent ça sont bêtes? Bah alors, ils sont pas bêtes, forcément, je pense qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour la première fois de leur vie, donc c'est-à-dire, je pense que le prompt est sûrement mauvais, donc en vrai, ça joue énormément sur le prompt, donc je pense que c'est beaucoup, on va dire 90% des gens qui se trompent sur les instructions, malheureusement. Ah, absolument, même 80, même 100%, je pense, des gens Ouais, qui se trompent. même C'est 100%, ouais, parce qu'ils carrément. savent, ils se trompent effectivement sur leur prompt. C'est, est-ce que tu connais par exemple le guide du voyageur intergalactique? À un moment donné, il y a une civilisation avancée. Je pense pas, hein, c'est un livre qui est assez ancien. Ils ont fait un. Et à un moment donné, ils créent un super ordinateur et il lui pose la question, donne-nous la réponse à la plus grande question de l'univers. En gros, ils veulent savoir le sens de la vie, de l'univers, etc. La machine tourne pendant des siècles et à la fin, elle répond 42. T'as jamais entendu ça, la réponse? La réponse est 42? Non, non, j'ai jamais entendu. La réponse, on voit souvent ça marqué à l'école 42, etc. Oui, oui, Alors en l'école fait, c'est 42, une bien sûr. façon pour l'auteur de se moquer de ça, de dire si tu poses une question qui est tellement en fait vaste, tu vas avoir une réponse, c'est des machines en face, et ils te répondent, bah la réponse est 42. Bon, c'est un peu ça. On peut appeler ça aussi garbage in, garbage out. Gigot, c'est en gros quand tu mets quelque chose qui est mal fichu en entrée, même si la machine est très bien, et ben, tu auras en réponse une réponse mal fichue. Voilà. Je pense que tout le monde a compris la logique. Donc c'est souvent parce que l'utilisateur fait mal sa requête que l'IA fait mal sa réponse. Ensuite, il y a une autre chose qui s'appelle le paradoxe de Moravec, qui est parfois assez mal compris. Alors, ça vient de la robotique, hein, ce paradoxe. C'est pas typiquement lié à l'IA, même si l'IA, on va dire, a une forte intrication avec la robotique. Ça veut dire simplement que les machines dans leur ensemble ont du mal à faire des tâches humaines très simples, et inversement. Et donc l'IA, on sait qu'elle est très douée pour faire des processus cognitifs extrêmement importants, faire un tri de malades dans une énorme base de données, ça elle sait faire. Par contre, répondre à des questions sur des émotions, est-ce que tu penses que elle m'a envoyé un petit mot, est-ce que tu penses qu'elle est amoureuse de moi, etc. Est-ce qu'il est dans les salles de classe? Ça doit te parler, Paul. Et bah là, il va être complètement, il pourra pas avoir de réponse par rapport à ça. Est-ce que tu penses que je plais à machine ou est-ce que tu penses que bah, des choses qui sont vraiment très humaines, et puis qui sont pour nous le b.a.-ba, hein, comment dire, un petit peu le small talk, ça, il sait pas quoi répondre parce qu'il n'est pas entraîné pour ça. Par contre, il peut faire des tâches extrêmement complexes. Donc ça, c'est un paradoxe qu'on appelle le paradoxe de Moravec. Voilà, c'est la culture générale. Et ensuite, là, on va revenir vraiment à une utilisation, la vraie utilisation du LLM. Et ça, c'est le RAG. Ça, j'en ai beaucoup parlé, Paul, du RAG, le Retrieval Augmented Generation. Et au passage, on note mon magnifique accent anglais. Euh, Est-ce que tu peux expliquer simplement ce que c'est le RAG, Paul? Oui, je peux expliquer. Le RAG, on va dire que c'est, on va dire, donner énormément d'informations enfin, on va dire, c'est pour moi nourrir l'intelligence artificielle à partir des dossiers, donc des PDF, une base de connaissances finalement qu'on va créer à partir de PDF qu'on va lui donner en fait. Et donc lui, derrière, il aura, on va dire, énormément d'informations pour derrière répondre à des questions qui vont être beaucoup plus personnalisées et qui vont être, on va dire, dans les documents qu'on a fournis à l'intelligence artificielle.
Exactement, bravo pour ce magnifique résumé, c'est tout à fait ça. Alors c'est pas simplement que des PDF, hein, je t'ai Ah montré oui, souvent oui, non, des mais c'est vrai PDF que ou j'ai des donné un formats exemple. doc. Ouais. Ça peut être même des sites web en entier hein, qui sont scrappés au format JSON par exemple, ça peut être énormément de choses, mais c'est voilà, on va dire, mais je pense que l'image du PDF parlera à tout le monde. En fait, plutôt qu'un utilisateur qui pose une question à son LLM, on va poser la question en la croisant avec des documents spécifiques. Si par exemple vous posez une question sur la cuisine malgache, il va répondre, s'il vous lui posez comme ça de but en blanc, il va répondre probablement à travers son corpus, mais est-ce qu'il va avoir forcément beaucoup de connaissances sur la cuisine malgache? Je suis pas sûr. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est lui rajouter, effectivement, par exemple des PDF, hein, des PDF de bouquins de cuisine qui traitent spécifiquement de l'art culinaire de Madagascar. Et là, ça permet d'avoir des réponses beaucoup plus précises. Donc ça s'appelle le RAG. Vraiment, c'est un terme, normalement, vous allez l'entendre assez souvent. Enfin, en tout cas, Paul, qui va travailler beaucoup dans l'IA, on parle vraiment beaucoup de RAG, c'est ça l'utilisation, hein. C'est une base de connaissances très puissante, de type GPT, de type Llama, de type Mistral, ce que vous voulez, et vous lui adjoignez en fait de la documentation spécifique. Et là, il fait un travail vraiment remarquable parce qu'il peut croiser sa manière de récupérer de l'information, donc de retrieval, la récupération, pour faire quelque chose de vraiment beaucoup plus avancé. Donc si vous faites vous avez des mauvaises réponses, bah, il faut lui indiquer déjà, avoir un meilleur prompt, indiquer vraiment plus précisément ce que vous voulez, etc., etc. Alors on va voir à quoi ressemble le RAG avec un cas concret, un cas de la vie de tous les jours. L'utilisation d'un mode d'emploi, je trouve ça assez sympa à utiliser. On peut l'utiliser également avec des recherches dans des textes de loi, dans des recherches dans des contrats, ce genre de choses, si vous voulez avoir de l'information qui soit vraiment beaucoup plus spécifique avec le RAG. Donc on va prendre ce lien-là qui amène sur la documentation du Samsung Galaxy A10, qui contient 145 pages, on le voit ici en bleu. Et on va lui poser des questions. Voilà, on est capable, par exemple, d'avoir des informations sur, je sais pas, par exemple, quel type de câble utilise le Samsung. Donc pour ça, on va faire du RAG avec ChatGPT. On va d'abord commencer, vous voyez, vous avez une icône trombone ici pour qui permet d'uploader du coup de l'ordinateur. Donc en l'occurrence Samsung Galaxy. Voilà, je vais demander, je lui donne à manger quelque part, hein, je lui donne en nourriture intellectuelle, si j'ose dire, le PDF qui contient l'ensemble des instructions. Et à partir de là, une fois qu'il aura, là il va vraiment l'intégrer sous forme de schéma, il va le transformer en data exploitable pour lui, en data textuelle qu'il va pouvoir utiliser avec son LLM, hein, Large Language Model. Et à partir de là, on peut lui poser une question du type comment changer son fond d'écran, par exemple. Ah, voilà. Il va passer en revue. Donc, est-ce qu'on voit le travail? Voilà, Reading Document. On voit que là, il passe en vue le document. C'est un document, ouais, un document de 140 pages. Ça lui a pris à peu près 5 secondes, même pas. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez fond d'écran, écran d'accueil, écran verrouillé, les deux. Bon, vous avez la solution ici. J'ai mis une question qui était très simple. Je pense qu'on aura peut-être pu la trouver assez facilement avec euh, voilà, ici, fond d'écran, c'est page 114. Mais on va juste comme ça s'assurer qu'il y a une cohérence entre le fruit du RAG et la documentation initiale. Donc aller modifier les paramètres de fond, appliquer divers thèmes à l'appareil, depuis l'écran paramètres, appuyer sur fond d'écran. Voilà, effectivement, il indique bien aller dans paramètres, dans fond d'écran, il indique même les deux solutions. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez une explication, et lui, en fait, il va plus loin, il est capable de vous dire ce qu'il y a dans le document à plusieurs endroits. Parce que là, on voit que cette partie-là, elle vient d'ici, hein, dans le document PDF. Ah bah non, c'était juste avant, en fait. Voilà. Avant, donc il a bien repris la documentation. Donc ça a bien fonctionné, on est capable de discuter, et je pourrais éventuellement poser des questions sur des éventuelles compatibilités, comment transformer ces images en différents formats, etc. C'est quand même beaucoup plus simple que d'avoir à se référer à la notice. Et ça marche, encore, je vous l'ai dit, pour vraiment tout. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation en Retrieval Augmented Generation. J'insiste beaucoup là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment ça l'utilisation la plus intéressante de l'IA générative.
Alors, comment on utilise concrètement l'IA générative? Il y a ce que je vous ai montré, donc utiliser directement des modèles de LLM comme ChatGPT, GPT version 4o, vous voyez, il y a différents modèles, le 4o c'est le dernier pour les tâches complexes. Et vous avez également des outils dits sous-jacents, donc qui exploitent, qui utilisent un LLM, donc ChatGPT ou un autre, peut-être un LLM local, hein, ça peut arriver, qui permettent, donc là vous avez un exemple avec Future Tools par exemple, d'avoir des outils qui font juste s'amuser, hein, on aime beaucoup s'amuser avec l'IA, hein, on l'a remarqué, faire du code, générer de la vidéo, faire du podcasting, faire de la musique, etc. Donc vous avez énormément de choses avec les outils sous-jacents, hein. Alors, la liste d'outils est absolument infinie. C'est donc ma deuxième présentation, elle est vraiment sur cette partie outils. Et d'ailleurs, quand je donne des formations professionnelles, généralement, c'est sur cette partie outils qu'on passe le plus de temps parce que il faut être capable de trouver le bon outil pour le bon usage. Ou alors, si l'usage est trop spécifique, d'être capable de créer euh, son propre outil à la demande. Et c'est faisable, hein, ça peut se faire et pas pour des budgets démentiels. C'est ça qui est intéressant avec l'IA, c'est qu'on est capable de faire du sur-mesure avec des budgets de quelques milliers d'euros. Voilà, pour commencer, et c'est quand même beaucoup moins cher que ça nécessitait avant. Après, il y a une autre manière d'utiliser l'IA générative qui s'appelle les GPTs, qui sont en fait des sortes d'applications préprogrammées. Les GPTs, ça te parle, je crois, Paul? Tu as vu comment on faisait? Est-ce que tu peux Ça me expliquer en parle en deux effet, secondes? bon, on a bossé dessus. On a bossé Expliquer du coup sur les les GPTs. GPTs. Ouais. Alors bah du coup les GPTs, on va dire que c'est à l'intérieur on va dire de ChatGPT pour le coup. Mhm. Et c'est quelque chose qu'on va créer en fait. On va créer donc un modèle concrètement qu'on va lui donner forcément des instructions. On va lui donner, on va dire, on va le nourrir hein, concrètement, si on peut le dire. Et en gros, on va lui donner par exemple des PDF. Ou encore une fois, ça peut être des PDF ou ça peut être des instructions qu'on va lui donner ou des sites ou n'importe quoi. Et donc lui, il va fouiller, on va dire, dans toutes les informations qu'on va lui donner. Il va fouiller, il va essayer de capter ça donc, et de mettre ça, on va dire, dans sa base de connaissances. Et dès qu'il aura donc dans toute sa base de connaissances, toutes les informations qu'on lui a données, il pourra être beaucoup plus précis, beaucoup plus personnalisé, on va dire, sur les instructions et sur les prompts qu'on va lui donner, et beaucoup moins que si on lui avait rien donné et que juste il aurait Exactement, ouais. été beaucoup Pardon. plus généraliste. Donc, c'est ça. Voilà. Et pendant ta brillante explication, Paul, je montrais un petit peu à l'écran comment créer un GPT. On a vu, c'est quand même assez simple, hein. Vous pouvez le nommer évidemment, donner une description, donner une description, donner des instructions spécifiques, hein. Vraiment, c'est une sorte, c'est un peu comme ce que je vous ai montré avant avec le RAG, de manière beaucoup plus avancée, avec les capacités de faire du web browsing, de générer des images. Là, j'ai rajouté encore une fois le PDF, mais je pourrais mettre par exemple 10 PDF de tous les Samsung existants. Et comme ça, pouvoir dire, bah tiens, tel comparatif, est-ce que c'est plus simple? Moi, je m'intéresse beaucoup au fait de faire des vidéos. Lequel entre le A10 et le A7, je connais pas trop les Samsung, mais il serait le plus performant? Et là, vous aurez des réponses. Donc, c'est vraiment une façon d'aller beaucoup plus loin. Et vous avez ceux que vous pouvez créer et vous avez aussi ceux qui sont déjà existants qui vous permettent d'avoir des fonctions plus avancées. Ici, vous avez par exemple ceux qui ont été faits par Kayak qui permettent de faire de la réservation plus rapide. Comment faire des résumés. Vous avez également tout ce qui est lié à la création d'images avec Canva aussi. Vous pouvez faire des super des pré-visuels avec Canva. Donc en fait, l'outil vous génère un premier forme de visuel, vous emmène vers Canva et après vous avez la possibilité de reprendre ce visuel directement. Donc c'est un gain de temps considérable. Voilà, donc on a fini avec la partie présentation. Bon là normalement on arrive aux questions. Évidemment dans la conférence il y avait énormément de questions qui avaient été posées. Là, évidemment, dans le cas du webinaire, ça va pas être possible. Je sais pas, éventuellement, si Paul, tu avais une question à poser sur l'ensemble de cette présentation. Euh, Est-ce que c'est le cas d'ailleurs? Non, non, moi j'avais pas de questions. Bon, ouais, moi je connais assez le sujet, forcément que je travaille dans la super agence, donc je connais à peu près tous ces sujets, mais ouais, super intéressant, super présentation. J'ai approfondi, on va dire, mes connaissances sur le sujet et j'ai adoré concrètement.
Merci Paul pour cette remarque. Si vous avez des questions, Mensan, Mensan, ou d'ailleurs des personnes, parce que je pense que la vidéo va être en accès libre, sur ces sujets, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Voilà, ça c'est mon profil. Je suis toujours très enclin à répondre aux questions qu'on me pose sur l'IA générative. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça a été intéressant et je vous souhaite une très bonne continuation et j'espère à bientôt. Au revoir. Au revoir.